En décembre 1979, la Finlandaise Tuula Ivarinen monte à bord d'un avion à 4 places qui survole le sud-ouest de l'Islande. Mais le destin ne semble pas être de son côté. Tuula ne se doutait pas qu'elle était sur le point de déjouer tous les pronostics en survivant à un accident d'avion et d'hélicoptère en l'espace de quelques heures. Pour en savoir plus sur cet événement époustouflant et bien d'autres qui vous feront dire quelles étaient les chances, restez dans les parages pour cet épisode d'une coïncidence sur 1 million qu'il vous faut voir pour y croire. Bravoure de la bucket list. Qu'y a-t-il à faire sur votre bucket list avant de mourir? Visiter la Tour Eiffel? Nager avec des dauphins? Avoir un corps parfait? Rebecca Townsend, 17 ans, du Connecticut, n'avait que 3 choses sur la sienne. 1. Partager un baiser sous la pluie. 2. S'envoler pour l'Espagne. Et 3. Sauver une vie. Ces objectifs faisaient partie d'un devoir scolaire, et au cours des années qui ont suivi sa rédaction, Rebecca a coché les 2 premières. Elle s'est envolée en Espagne avec sa famille et a embrassé son petit ami sous la pluie après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2015. Rebecca devait entrer à Notre-Dame, mais la tragédie a frappé le 2 juillet. Cette nuit fatidique, alors qu'il revenait d'un feu d'artifice, Rebecca et son ami Ben Arn ont été renversés par une voiture. Malheureusement, Rebecca n'a pas survécu à l'accident. Mais il semble qu'elle ait réussi à compléter sa liste de choses à faire dans ces derniers instants. La dernière chose dont Ben se souvient cette nuit-là, c'est que Rebecca l'a poussé hors de la route et lui a dit de filer, lui sauvant la vie et sacrifiant la sienne par la même occasion. La famille de Rebecca a créé une page Facebook à sa mémoire intitulée Remembering Rebecca. Et depuis, des personnes du monde entier réalisent des petits actes d'altruisme en son nom. Nous devrions tous être un peu plus comme Rebecca Townsend, vous ne pensez pas? Intuition canine. Tout propriétaire d'animal de compagnie conviendra que la fugue d'un chien ou d'un chat est un véritable cauchemar. Coller des affiches dans toute la ville, faire du porte-à-porte et même créer des pages dédiées sur les réseaux sociaux ne vous mènera pas plus loin pour retrouver votre animal adoré. Mais vous devriez toujours faire confiance à l'instinct de votre animal avant d'abandonner tout espoir. En août 2020, la clinique vétérinaire de Putaraksa à Bangpoo en Thaïlande a publié sur sa page Facebook une incroyable vidéo de surveillance qui prouve que la plupart des animaux de compagnie sont prêts à tout pour rentrer chez eux. Au début, le personnel a probablement pensé que le petit chiot noir les attendait sur le pas de leur porte était un errant local. Mais cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité. Lorsque quelqu'un a finalement laissé entrer le chien, le vétérinaire l'a reconnu comme l'un de ses propres patients. Apparemment, ce chiot recevait des vaccins mensuels à la clinique depuis l'âge d'1 mois. Lorsque le chien s'est enfui de chez lui et s'est perdu dans les rues animées, il a suivi son nez jusqu'au vétérinaire familier où il a pu demander de l'aide. Heureusement, le vétérinaire a pu réunir le chiot avec sa propriétaire, qui était folle de joie après avoir été séparée de son animal adoré pendant environ 15 heures. Ce n'est pas moi qui pleure, c'est vous. Le frisson de la poursuite. Le témoignage suivant a été envoyé par un téléspectateur anonyme, mais nous l'appellerons Jim pour les besoins de l'histoire. Selon Jim, qui a maintenant la soixantaine, tout s'est passé au début des années 70 à Westland, dans le Michigan, alors qu'il était encore adolescent. Jim et ses amis conduisaient leur moto sur une propriété privée, avec la permission du propriétaire. Propriété qui était adjacente à la John Glenn High School et séparée par une petite zone boisée. Un jour, le propriétaire a décidé de vendre la propriété et a retiré la permission d'y rouler. Mais Jim et ses copains n'en avaient aucune idée. Ils ont découvert qu'ils étaient en infraction que lorsqu'une voiture de police est arrivée un samedi après-midi. Les adolescents ont paniqué et ont décidé de fuir à travers les bois, sachant que la voiture de police ne pouvait pas les suivre. Supposant que les flics avaient abandonné, Jim est resté pour continuer à rouler, jusqu'à ce qu'un officier sur une moto se présente environ 15 minutes plus tard. Réfléchissant vite, Jim est reparti dans les bois. Mais il savait que la moto de police était capable de suivre sa petite moto. Avec le policier à ses trousses, Jim a dépassé l'école, s'est engagé dans les rues de banlieue et est rentré à la maison qui se trouvait à environ 1,6 km. Bien qu'il fût soulagé d'avoir eu la chance de s'échapper, il se demandait pourquoi le policier ne l'avait jamais rattrapé. Puis, 20 ans plus tard, Jim discutait avec son frère, un autre passionné de moto, qui mentionnait qu'il travaillait avec un ancien policier à l'usine de transmission Ford de Livonia, qui affirmait n'avoir eu qu'un seul accident dans le cadre de ses fonctions. Apparemment, il poursuivait un enfant sur une petite moto qui descendait le passage piéton de l'école, et sa moto s'est bloquée en essayant de passer entre les poteaux au bout du chemin. L'officier
a fait un porte-à-porte à la recherche de Jim mais a fini par abandonner. Lorsque le frère de Jim a montré à son collègue une photo de la vieille mini-moto de son frère, il a su instantanément que c'était lui. Heureusement, la seule chose blessée dans cette folle coïncidence a été la fierté de l'officier, et quelques dommages à sa vieille moto. Une histoire plutôt chouette, non? Si l'un d'entre vous a d'autres coïncidences incroyables à partager, n'hésitez pas à nous écrire à coïncidence@beamazed.com et vous aurez peut-être le droit à une mention dans un prochain épisode. Maintenant, revenons-en aux choses juteuses. Une affaire de famille. Le 1er décembre 1973, Carol Briggs, lycéenne de 16 ans originaire de Pittsburgh aux États-Unis, donne naissance à un petit garçon nommé John Kenneth Briggs. Briggs a décidé de garder le bébé secret pour tous, à l'exception de sa famille immédiate. Elle a même décidé de ne pas en parler au père, une aventure d'adolescent qui était parti à l'université avec une bourse d'études avant même qu'elle ne réalise qu'elle était enceinte. Lorsqu'il a eu 6 semaines, elle a accepté de faire adopter le bébé. En novembre 2017, le bébé de Briggs, Delan McCullough, 44 ans, ancien joueur de la NFL et aujourd'hui entraîneur, a décidé qu'il était temps de rechercher ses parents biologiques. McCullough a été adopté par Adele Cormer, avant de déménager en Californie du Sud et de fonder sa propre famille avec sa femme Darnell. De nouvelles lois dans l'Ohio et en Pennsylvanie avaient requis l'ouverture des dossiers d'adoption, et McCullough a finalement reçu ses papiers d'adoption par la poste. Son certificat de naissance original indiquait son nom de naissance, John Kenneth Briggs, et le nom de sa mère, Carol Denise Briggs. Mais il n'y avait aucune mention de son père. Après avoir retrouvé sa mère sur Facebook, McCullough était impatient de poser des questions sur son père. Mais lorsque Briggs a prononcé son nom, Sherman Smith, McCullough a failli s'évanouir. Non seulement il connaissait son père depuis 28 ans, mais Smith était aussi son entraîneur de course et son mentor, qu'il admirait depuis l'âge de 16 ans. Les gens ont toujours plaisanté sur leur ressemblance, mais aucun des deux n'y a prêté attention. Non seulement ils se ressemblent, mais les deux hommes sont aussi d'incroyables sportifs. On peut dire que c'est de famille. Doubleception. Voici une question à $1 million. Ces hommes sont-ils A. Des jumeaux, B. Le même homme dans 2 tenues différentes, ou C. Pas du tout apparentés? Si vous avez répondu C, félicitations, vous êtes le gagnant. Bien que ces deux joueurs de baseball de ligue mineure ressemblent à s'y méprendre à de vrais jumeaux à première vue, ils ne partagent en fait aucun lien génétique. Leur barbe rousse et leurs lunettes ne sont pas non plus leur seule similitude. Les deux hommes s'appellent Brady Feigle et mesurent chacun 1,90 m. Ce qui est encore plus étrange, c'est que les deux joueurs ont subi l'opération Tommy John pour réparer une déchirure du ligament collatéral cubital à l'intérieur du coude, causée par des lancers et des rattrapages répétitifs, et ont même eu recours au même médecin. En ce qui concerne les différences, l'un des Brady est gaucher, alors que l'autre est un lanceur droitier. Tandis que l'un des Brady a 24 ans et joue pour une filiale des Oakland Athletics, l'autre a 29 ans et lance pour le club des AAA des Texas Rangers. Le duo s'est connu après que le plus jeune Brady ait été confondu avec le plus âgé par un bureau du Dr James Andrew, le chirurgien qui a opéré leur coude en 2015. La confusion sur les deux doppelgangers a fait rage en ligne. Le compte de médias sociaux All Mace Baseball avait même souhaité un joyeux anniversaire au mauvais Brady sur Twitter en novembre 2017. Et en février 2019, les deux joueurs ont décidé de lever le doute pour de bon, en se rencontrant pour la première fois et en passant un test ADN. Malheureusement, le test n'a fait que confirmer ce qu'ils savaient déjà. La paire ne partage pas d'ADN, juste de bons gènes, je suppose. Amour d'été. En l'été 2017, Heidi Parker et Ed Savit se sont mariés dans le Derbyshire, au Royaume-Uni. Les tourtereaux, qui vivent maintenant à Londres, se sont rencontrés pour la première fois à l'université de Newcastle en 2011, alors qu'Ed étudiait la psychologie et le commerce et Heidi l'économie et la gestion. Du moins le pensait-il. Ils ont commencé à discuter lorsqu'Ed a envoyé un message à Heidi pour lui demander comment utiliser le sèche-linge dans son logement étudiant, car elle avait été une ancienne locataire. Voilà une nouvelle technique de drague. 4 ans après avoir commencé à sortir ensemble, le couple est allé dîner avec leurs deux mères dans le sud-ouest de Londres. Au cours du dîner, la mère d'Heidi, Kay Parker, a mentionné que Heidi avait eu une romance de vacances avec un garçon appelé Ed quand elle avait 6 ans. Le groupe a ri de la coïncidence, mais n'y a pas prêté attention. Jusqu'à ce que 2 semaines plus tard, Kay fouille dans le grenier et tombe sur la photo de sa fille avec le garçon lors de leurs vacances en Turquie en 1997.
À sa grande surprise, Kyle l'a immédiatement reconnu comme étant Ed, le petit ami actuel de Heidi. La famille d'Ed a alors ressorti son propre album photo, dans les mêmes vacances et a trouvé d'autres photos du duo. Ed et Heidi ont été si étonnés de cette coïncidence qu'ils ont même décidé de recréer l'une des photos des décennies plus tard. Séparés quand ils étaient enfants, réunis quand ils étaient étudiants et mariés à l'âge adulte. Et je n'arrive même pas à recevoir un texto en retour. Appât et échange. La coïncidence suivante a été envoyée par un spectateur nommé Jérémy depuis la ville de Terrebonne au Québec, au Canada. Jérémy est un pêcheur passionné et il aime pêcher au bord de la rivière des 1000 îles. Bien que ce soit un passe-temps amusant, la pêche à cet endroit est parfois difficile lorsque le niveau d'eau est bas, car le leurre reste souvent coincé au fond de la rivière. Le 20 juin 2019, Jérémy s'est préparé pour pêcher à la rivière et a pris son leurre préféré, qui lui a beaucoup porté chance pour attraper les dorés jaunes et des carpes dans le passé. Mais peu de temps après le début de la sortie, le leurre s'est accroché au fond de la rivière et s'est cassé. Désemparé, Jérémy s'est juré de ne jamais remplacer le leurre, puisqu'un an plus tard, le matin du 16 juin 2020, il lance sa ligne qui s'accroche à quelque chose de gros. Excité par la perspective d'une prise juteuse, Jérémy a remonté la ligne pour découvrir que ce n'était rien d'autre qu'une branche. Mais en regardant de plus près, il a remarqué autre chose. Son leurre préféré était également mêlé dans cette branche. Jérémy venait à peine de retrouver son leurre lorsqu'il l'a de nouveau perdu à cause d'un esturgeon de lac gourmand. L'histoire semblait terminée jusqu'à ce qu'il s'embarque à nouveau sur le bateau à moteur de son oncle, près de 2 mois plus tard, le 1er août 2020. Lors de cette sortie, Jérémy a attrapé un poisson impressionnant, et pas n'importe lequel, exactement le même esturgeon jaune qui avait encore le leurre accroché à ses branchies. Si j'étais toi, Jérémy, j'encadrerais ce leurre comme porte-bonheur. Bonne fortune. Peu importe le nombre de fois que vous jouez, vos chances de gagner à la loterie sont toujours très minces. Mais en mars 2005, un nombre impressionnant de 110 joueurs ont frôlé la catastrophe en obtenant chacun 5 des 6 bons numéros du Powerball américain. Ils n'ont peut-être pas remporté le gros lot, mais cet exploit incroyable a fait d'eux des gagnants au 2e rang. Compte tenu du nombre de billets vendus dans les 29 États où se déroule le jeu, il n'aurait dû y avoir que 4 ou 5 gagnants pour la 2e place. Chaque gagnant devait recevoir entre 100 000 et 500 000 $, ce qui signifie que les 110 joueurs ont coûté près de 19 millions de dollars en gains inattendus. Mais comment plus de 100 personnes ont-elles pu obtenir la combinaison 22, 28, 32, 33, 39, soit une chance sur 3 millions? Bien que les responsables de la loterie Powerball ont soupçonné une fraude, mais la vérité était encore plus choquante. Les joueurs avaient tous obtenu leur numéro à l'intérieur de Fortune Cookies. Les 110 joueurs avaient tous manqué la première place à un numéro près, 42. Après avoir choisi le numéro 40 à la place grâce aux biscuits chinois. Alors que les gagnants de l'Idaho, du Texas, du Kansas, du Rhode Island et du Nouveau-Mexique, du Minnesota et d'autres pays se sont manifestés pour dire qu'ils avaient obtenu leur numéro dans une Fortune Cookie, les responsables de la loterie ont enquêté et découvert que le lot provenait de la même usine de Long Island City, qui appartient à Wonton Food. Derek Wong de Wonton Food a déclaré que les combinaisons de numéros sont distribuées dans des milliers de biscuits par jour. Après que les ouvriers aient mis les numéros dans un bol et aient choisi au hasard, tout cela n'était peut-être qu'une incroyable coïncidence. Mais les gagnants inattendus de la 2e place ont presque épuisé les réserves de 25 millions de dollars prévues pour les situations inhabituelles. Je suppose que c'est ainsi que le cookie s'effrite. Coup de chance. Vous pensez être compétent? Mais écoutez l'incroyable histoire de guerre de O.N.G. Badgett avant d'en avoir la certitude. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Badgett a servi comme sous-lieutenant dans le 7e groupe de bombardement des forces armées des États-Unis d'Amérique. Le groupe travaillait avec la 10e Air Force en Inde, qui était chargée de défendre la ligne d'approvisionnement de la Chine vers l'Inde, ainsi que d'interférer avec la ligne d'approvisionnement japonaise du nord du pays vers Rangoon en Birmanie. Les pilotes conduisaient des bombardiers B-24 en formation. Au cours d'une de ces missions, les B-24 de l'unité de Badgett ont été interceptés par des chasseurs japonais et les deux parties ont ouvert le feu. L'avion de Badgett a reçu un sérieux coup au réservoir de carburant et les bouteilles d'oxygène autour de lui et de ses camarades se sont brisées. Bien que l'équipage ait tout fait pour essayer de le sauver, il est vite devenu évident que l'avion était fini. Badgett et les autres se sont éjectés de l'avion en feu quelques instants avant qu'il n'explose et ont ouvert leur parachute pour effectuer leur descente. Mais le péril était loin d'être terminé.
Les chasseurs japonais ont commencé à tirer sur les hommes et ont réussi à abattre 2 des membres de l'équipage dans le ciel. Badgett, touché au bras, décida de faire le mort mais sortit rapidement son arme de poing de calibre 45 de son étui et la posa contre le côté de sa jambe. Lorsqu'un chasseur japonais est venu vérifier qu'il était bien mort, le pilote ennemi a ouvert sa verrière pour mieux voir, une erreur qui s'est avérée fatale. Réagissant rapidement, Badgett leva son pistolet et tira 4 fois. Par miracle, une balle a atteint le pilote ennemi à la tête et déroutant son avion avant qu'il ne s'écrase, tandis que Badgett atterrissait parmi les membres de son équipage. Tu parles d'une chance sur 1 million. Double désastre. Tula Ivarinen et son amie Marisa Eli Falkenburg travaillaient en Islande comme kinésithérapeutes depuis janvier 1979. À l'approche du mois de décembre, elles se préparaient à rentrer chez elles pour les fêtes. Elles décidèrent de faire un vol panoramique au-dessus du sud-ouest de l'Islande et demandant à leur ami Gerald Dalavo de les piloter. John Murtagh Russell, ou Russ, est la dernière personne à les rejoindre à bord de l'avion de 4 places. Ils décollèrent de l'aéroport de Reykjavik et survolèrent les chutes de Gullfoss et Geysir, ainsi que le lac Thingvallavatn. Tout se passait bien jusqu'à ce que l'avion s'écrase soudainement au-dessus de la lande de Mostafellshady. Les 4 passagers ont été gravement blessés, mais elles ont réussi à sortir de l'épave et à attendre les secours dans la neige. Les secouristes arrivèrent sur les lieux, suivis par un gros hélicoptère de sauvetage américain, mais leur calvaire était loin d'être terminé. Décision a été prise d'emmener Russ à l'hôpital en premier et de ramener 2 médecins pour s'occuper des autres. Lorsque l'hélicoptère revint, il y avait 11 personnes à bord, dont Tula, Maria et Gérard, le pilote de l'avion d'origine. Mais quelques minutes après le décollage, l'hélicoptère s'est également écrasé, à quelques centaines de mètres du lieu du premier accident. Heureusement, Tula et Maria ont pu se hisser une 2e fois hors de l'épave et ont reçu immédiatement les analgésiques dont elles avaient tant besoin. Tout ce dont Tula se souvient, c'est qu'elle a été transportée à l'hôpital en ambulance cette fois-ci. Qui peut la blâmer? La femme indestructible. Certaines personnes semblent avoir la chance de leur côté, et personne ne le sait mieux que Joy Andrew, 99 ans. Cette femme incroyable a trompé la mort tellement de fois que la faucheuse ne prend même plus la peine de la faire passer à droite sur Tinder. Joy est née et a grandi à Londres dans les années 1920, avant de rejoindre la Women's Auxiliary Air Force en tant que sergent pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, elle a rejoint l'armée britannique du Rhin, une force d'occupation en Allemagne créée après les 2 guerres mondiales. Elle était affectée à Düsseldorf où elle a été hébergée par un couple de personnes âgées, avec lesquelles elle s'est liée d'amitié, mais dont la fille faisait partie d'un certain groupe fasciste allemand commençant par N. Joy, qui était elle-même issue d'une famille allemande, s'est vue attribuer un chauffeur pour l'emmener où elle voulait pendant son séjour en Allemagne. Un jour, le chauffeur est passé prendre Joy et sur le chemin de sa destination, a délibérément provoqué un accident de voiture dans le but de l'assassiner. Peu après, le chauffeur a été arrêté et il s'est avéré qu'il appartenait à ce même groupe fasciste. Ensuite, Joy a rejoint la British Airways Corporation en tant que l'une des premières hôtesses de l'air à voyager à l'étranger, principalement en Afrique. Mais Joy a à nouveau été frappée par la malchance lorsque le pilote a commis une terrible erreur qui a dévié sa trajectoire, tombant en panne de carburant et s'écrasant en Libye. Un passager est décédé lorsque l'avion s'est brisé à l'impact. Les autres personnes à bord, y compris Joy, furent secourues par les Bédouins, arabes nomades du désert. Dans les années 1950, Joy épousa un chef d'escadron de la Royal Air Force, David Andrew, et en 1963, le couple adopta une fille, Michelle. Joy a ensuite passé de nombreuses années en tant que femme au foyer et a même vécu un cancer du sein dans les années 70. Bien que souffrant de démence, Joy avait vécu de nombreuses décennies heureuses dans le Yorkshire lorsque sa famille a reçu de nouvelles déchirantes le 16 mai 2020. Joy avait été testée positive au Covid-19. Elle ne mangeait pas, ne buvait pas et son taux d'oxygène fluctuait énormément. Michelle a été exhortée de faire ses derniers adieux à sa mère. Pendant les 2 jours suivants, l'état de Joy était instable. Mais après tout ce à quoi elle avait survécu dans son incroyable vie jusqu'à présent, elle n'allait pas se laisser battre par un virus. Une fois de plus, Joy Andrew a échappé à la mort et a vaincu le Covid-19 juste à temps pour fêter son 100e anniversaire. Quelle femme! Que pensez-vous de ces folles coïncidences? Avez-vous des histoires étonnantes personnelles à me raconter? N'oubliez pas de me contacter à coïncidence@beamazed.com. Il se peut même que je présente votre histoire dans le prochain épisode. Comme toujours, merci de nous avoir suivis.